Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est un plaisir pour moi de planter le décor de cette émission spéciale qui va donc s'intéresser à la décentralisation, son bilan, l'étape où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci à toutes et à tous pour ce rendez-vous pris sur Eden TV et Diaspora FM. Ce plateau spécial sera consacré, comme je le disais tantôt, au bilan de la décentralisation. Et si ce bilan est fait pratiquement chaque année sur un plateau de télévision ou dans des studios de radiodiffusion, la particularité de celle-ci est qu'elle consacre 52 minutes à nos invités avec des acteurs de la décentralisation, je dirais plutôt des personnes qui ont participé à la pratique de la décentralisation et qui continuent de le faire d'ailleurs. La décentralisation au Bénin, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Et c'est bien sûr à cette question que mes invités vont répondre. Pour rappel, c'est à la conférence des forces vives de la nation de février 1990 qu'une nouvelle réforme de l'administration a été proposée à partir du 15 octobre 2001. Plusieurs décrets d'application des lois de décentralisation ont été pris en décembre 2002 et janvier 2003. Les premières élections communales et municipales ont été organisées. Dès mars 2003, les premiers conseils communaux municipaux ont été installés. En 20 ans et plus, que retenir de la pratique de la décentralisation avant 2021, ou année à partir de laquelle vous savez les nouvelles réformes qui ont été intégrées ou du moins apportées à la décentralisation. Et après, nous allons parler de 2021 à ce jour. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Sylvestre Adonyibo, conseiller communal à la mairie de Boycon. Il est président de la commission affaires économiques et financières et membre de la commission thématique économie et finances locales à l'ANCB. Monsieur Adonyibo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher ami Agua. À votre côté, à votre gauche, plus précisément, c'est Marcel Agboussou Djedatin, cadre de l'administration communale de la mairie de Boycon, secrétaire général du syndicat des agents défenseurs des intérêts de l'administration et du personnel de la mairie de Boycon. Monsieur Agboussou Djedatin, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. 17 ans d'expérience, ce n'est pas peu dans la pratique de la décentralisation. Alors, juste en face de vous, je vous le présente, c'est mon invité de marque, que la modestie ne vous étouffe, Joël Ataïgadegbe, bonjour. Merci, monsieur Agua, c'est beaucoup trop. Je salue surtout vos téléspectateurs et vos invités qui ont fait le déplacement depuis Boycon. Merci également à vous. Vous vous êtes rendu disponible malgré votre emploi du temps quand même chargé. Vous êtes expert en gouvernance et formateur. Vous avez été très actif, il faut le dire, pour l'avènement de la décentralisation à travers Nouvelle Éthique, votre association de base et les appuis des partenaires techniques et financiers. Monsieur Joël Ataïgadegbe, une fois encore, merci. Je vous en prie. Alors, donc, le décor planté, nous allons donc aller dans le vif du débat. Ma première question s'adresse à vous. Quelles étaient vos attentes de la pratique de la décentralisation au Bénin et en particulier dans la commune de Boycon? Monsieur Adonyibo. Merci. Nos attentes, vous devez savoir que l'attente de toute la chaîne, c'était de voir, de connaître un certain nombre de développements à la base. Travailler pour booster ces développements nous avait engagés dans ce parcours. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis porté candidat depuis le 2008 pour participer au développement de ma localité. Seulement que au bilan, il n'est pas reluisant, il n'est pas très reluisant. C'est vrai que l'État a concédé un certain nombre de ses prérogatives à la gouvernance locale pour que les populations à la base puissent contribuer efficacement
au développement de leur localité. Mais au bilan, je crois que c'est pas exactement de ça on a besoin. Mais pour le moment, je crois quand même que nous sommes en train de faire notre chemin. D'ailleurs, on a parlé de processus de la décentralisation. Donc c'est normal que à l'entame, ça ne soit pas bien beau. Aujourd'hui, nous avons connu d'autres réformes dans le secteur et d'autres réformes vont encore venir. On va y revenir. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui a enrhumé le système et qui a empêché le développement local dont vous parlez? Est-ce le fait que tout le monde voulait être candidat, voulait accéder au siège de la mairie, voulait être conseiller? Qu'est-ce qui a enrhumé le système de la décentralisation? Nous sommes dans un état de droit et ce qui organise tout, c'est les lois. Moi, je crois que les lois sur la décentralisation n'ont pas été bien taillées au début. Ce qui fait que tout le monde pouvait être candidat. C'est savoir lire et écrire, point. Alors que tout le monde sait aujourd'hui que pour participer à un certain nombre de travaux au niveau de l'administration centrale comme communale, il faut un certain nombre de niveaux. Il faut un certain niveau. Il faut un certain niveau absolument, sinon vous ne pouvez pas. Mais ça fait qu'en 2023, nous avons connu des maires qui savent lire et écrire, point. C'est vrai qu'à côté, certains ont le bagage. Vous parlez de 2003 Vous avez dit 2003, voilà, d'accord. C'était un bagage pour conduire les choses, mais d'autres, ce n'est pas ça. Et lorsque vous ne connaissez pas l'administration, d'autres n'ont jamais fait l'administration publique, lorsque vous ne connaissez pas l'administration, lorsque vous n'avez pas le niveau intellectuel requis pour comprendre les choses, ça pose naturellement un problème. Et ces problèmes ont commencé même par le recrutement des cadres au niveau de nos communes. Ah oui. Ils ont péché à ce niveau. Chacun a amené son beau-frère, sa belle-sœur, son cousin. Et au demeurant, les cadres qui travaillent au niveau de la zone communale sont improductifs. Quand je prends l'exemple de ma commune Boycon, les cadres A plutôt, sont à compter au bout des doigts. Comment nous allons gérer l'administration? Les chauffeurs sont plus nombreux que les cadres. Donc, à partir de cet instant, il se pose un problème. Il se pose un problème de la gestion du personnel. Et d'autres problèmes concernant la gestion des fonds publics, la gestion des marchés publics. Ça a connu tellement de bévues que nous avons connu plein d'éléments blancs dans nos cités. D'éléphants blancs, excusez-moi. Oui, tout à fait. Plein d'éléphants blancs dans nos cités. Très bien. Je crois que nous allons travailler à remédier à ce phénomène pour que nous puissions faire bouger un peu le développement de la République. Je vous remercie. Et je pense quand même que vous avez réussi à mettre le doigt sur certains éléments qui ont enrhumé l'évolution aisée, ou du moins l'application, l'implémentation, j'allais dire, de la décentralisation. Je vais me tourner vers vous, M. Agbossou Djedate, pour vous poser la même question. Selon vous, quelles étaient vos attentes? Et aujourd'hui, 17 ans d'expérience, ce n'est pas petit. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Merci, M. Agua. Je vais d'abord vous dire que lorsque on pense, on réfléchit à réformer un secteur ou apporter de nouvelles méthodes dans un secteur, c'est pour l'amélioration. Alors, la décentralisation, quand on l'a abordée, l'attente de la population, notre attente, était de voir, de constater le développement de la localité à travers l'exploitation réelle des gisements de la localité. Que les ressources de chaque localité soient maîtrisées et utilisées pour le décollage de la localité. Parce que si l'État a pensé à la décentralisation, c'est pour avoir aussi lui-même un offre de soulagement. Et là, ceux-là à qui on va confier le destin donc, de ces localités qui vont représenter donc l'État pourront, n'est-ce pas, permettre à ce que l'État
puisse avoir d'autres secteurs clés dans lesquels il pourra intervenir désormais. Mais dans certains secteurs, on saura que ceux-là sont là et ces ressources qui, entre-temps, étaient envoyées au niveau de l'État central avant de revenir vers les chefs de circonscription pour être utilisés, seront donc gérés directement par ces représentants de l'État que sont les élus. Et du coup, quand on a commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la décentralisation, comme l'a dit le président Adongo, le savoir lire d'abord, c'est-à-dire le test de loi, qui a fait asseoir la décentralisation, je dis, c'est une loi taillée sur mesure. Ah oui. C'est une loi taillée sur mesure. Et vous me permettez, hein, vous savez, dans le temps d'ailleurs, notre cher papa, président Dieudonné Soglo, il s'était déjà annoncé, il voulait aller gérer encore la commune, il veut venir en bas. Et donc, il faudrait quand même que la loi soit faite d'une manière pour ne pas trop léser celui-là qui déjà a géré le pays. Et qui a envie de gérer à un autre niveau. Voyez-vous. Donc, quand on taille souvent les lois sur mesure, c'est ce que ça donne. Donc, quand ils sont venus, bon, savoir lire et écrire, les gens, ils savent lire, mais ils ne comprennent pas. On peut lire et ne pas comprendre. Donc, ça a beaucoup joué sur la pratique de la décentralisation. Deuxième chose, ceux-là qui ne savent rien que lire et écrire et qui ne maîtrisent pas, puisqu'on leur a confié un pouvoir, ils ne veulent même pas être à l'écoute des quelques rares cadres de l'administration. Quoique compétent que vous soyez, lorsque vous n'êtes pas parti pour satisfaire la volonté politique personnelle du maire, de l'autorité, c'est que vous tirez à terre. Et donc, la maîtrise maintenant des gisements de chaque localité est considérée comme étant une entreprise personnelle des élus. Je vous donne un exemple, hein, on va en venir, quand l'autre disait « laissez-nous notre budget ». Ça dit, le conseil communal, les conseils communaux installés dans le temps prenaient les ressources de la localité pour leur entreprise privée. D'accord, leur bien privé. Les biens privés. Les biens privés. Et donc, l'orientation budgétaire ne répondait pas à ce que ça devait être. L'orientation est biaisée. C'est biaisé. Et lorsque vous prenez également l'administration, je disais tout à l'heure, quand bien même on n'aurait pas assez de cadres qualifiés, le peu qui existait, que vous aurez beaucoup de chauffeurs, beaucoup de conducteurs administratifs. Le peu qui existait était également mal exploité. Le politique a tellement d'emprise sur la gestion de l'administration que les cadres ne sont pas libres pour donner ou révéler leurs compétences. Surtout les cadres de conception. Les cadres de Parce conception. que pour une décentralisation qui démarrait, il fallait des cadres de conception. Donc, cet aspect aussi a fait que les attentes de la population, les attentes n'ont pas été comblées. C'est ça. Et c'est ça qui a conduit à tout ce que nous avons. Regardez, quand vous prenez par exemple la sphère domaniale, les réserves administratives de nos communes, toutes les communes pratiquement, les réserves administratives qui sont destinées normalement pour l'implantation des infrastructures socio-communautaires. Oui. Finalement, démorceler, vendre, et puis on n'en trouve plus. Au point où, aujourd'hui, on a besoin des terres pour recevoir des dons des partenaires, mais ça pose problème. Et des communes qui ont morcelé ces réserves administratives et qui les ont vendues, courent aujourd'hui encore pour acheter des terres. Afin d'installer des infrastructures, on peut dire, sociales, des infrastructures sociales. Oui. Donc, si ceux-là comprenaient que les réserves administratives ne sont pas destinées aux conseillers communaux, ne sont pas destinées aux réalisations privées,
à eux, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de vivre ces difficultés. Et vous savez bien que moi, que ce pan que j'ai abordé, ça a vraiment fait couler d'encre au Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ramassé. Moi, ma déception, je crois que c'est la déception de pratiquement toute la population. Toute la population béninoise en matière de décentralisation. 20 ans de décentralisation, je crois que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Sinon que vous auriez, à ce stade, aimé qu'on soit où? Ah oui, je crois, je vais vous dire, hein, ne dites pas que je suis en train d'aller un peu à la besogne. Si le résultat était positif, je crois que le président Talon ne penserait pas à cette réforme opérée pour amener les secrétaires administratifs et tout ça. D'accord. C'est ça. Très bien. On vous comprend. Je vais me tourner vers l'expert en gouvernance tel que l'implémentation de la décentralisation s'est faite depuis 2003. Vous avez quand même écouté mes invités, qui est de la mairie de Boyikon, de la commune de Boyikon. Quelles sont vos observations? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui ont quand même retenu votre attention? Oui, je m'en voudrais de ne pas les remercier. Est-ce qu'il faut se féliciter de ce constat? Il faut faire ce diagnostic. Et je partage un peu leur état d'âme. J'ai été un militant de l'avènement de la décentralisation. J'avoue que je suis déçu de ce que j'observe. Est-ce que c'est beaucoup trop attendre? Et depuis la conférence nationale, vous voyez le temps qu'on a mis à concevoir les lois, elles sont survenues seulement en 1997. Oui. Et ce n'est qu'à partir de 2002-2003 que les premiers conseils communaux ont pu s'installer. Mieux, on a préparé cette décentralisation avec deux organes techniques importants, la mission de la décentralisation, la maison des collectivités locales. Oui. Beaucoup de formations, beaucoup d'études. Et on était à peu près convaincus qu'il y avait de quoi démarrer sur des chapeaux de roue. D'autres pays ont commencé sans ça. Ceux du Sahel, le Burkina, le Mali et autres, bon, s'y essayaient, ça n'a pas été uniforme. Et nous, on avait même, sous la Révolution, déjà une réforme de la décentralisation. Les communes actuelles sont issues de cette réforme-là. Voyez-vous, nombre de communes sont dues à la réforme intervenue sous la Révolution. Et première question, M. Dengbo parlait du développement économique. Quelle était la capacité de viabilité, comment pouvait-on viabiliser ce qui a été conçu dans un cadre centralisateur qui venait d'en haut vers le bas, oui. Alors que l'esprit de l'actuelle décentralisation, c'est de partir du bas vers le haut, avec un seul niveau, la commune. Bon, il y a eu les plans de développement communaux, on a beaucoup rêvé, on a pensé que les partenaires au développement, à travers la coopération décentralisée, allaient ramener tout, et l'État lui-même était censé opérer non seulement des transferts de compétences, mais des transferts de ressources. Oui. Et ça n'a pas été fait. Et comme il se devait, l'état des lieux des ressources humaines, je ne peux pas le contredire, il est merveilleusement fait. Il est parfaitement fait. Et donc, on a charrié finalement les inconvénients, les déficits. Et je n'ai pas senti, chemin faisant, de correction substantielle. Au contraire, on a, pour parler rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus globaliser et manquer de reconnaître le mérite de certains, mais on a eu l'impression que les tares qu'il y avait au niveau central ont été reproduites et renvoyées au niveau décentralisé, au niveau local. Et fondamentalement, les pratiques corruptives de malgouvernance, tout simplement. Et ça fait mal. Moi, j'ai peur que les populations ne commencent pas à regretter la décentralisation, alors que c'était la promesse
de la démocratie à la base, de la participation des citoyens, de l'apprentissage réel de la gestion de la cité à partir de niveaux plus maîtrisables. Et les conseils communaux devaient être des lieux de débat, d'apprentissage de la discussion, de reconnaissance de la différence. Et puis, non, le politique est venu même jusqu'à implémenter une loi qui dit que pour être candidat aux élections communales et locales, je crois, il faut être issu d'un parti. Oui, je veux bien que les partis soient au cœur de la vie politique, mais il ne faut pas se tromper de niveau et de moyens. Et si on fausse l'apprentissage de la gestion à la base, on ne peut rien obtenir de substantiel. Pire encore, l'aménagement du territoire a à peine suivi. On ne sent pas une réflexion holistique. Hein. Aujourd'hui, je suis à peu près on est avec la zone de Glodjibé qui commence à faire parler, qui donne une idée de ce que pourrait être un aménagement du territoire relativement porteur. Mais bon, là encore, il y aurait à redire. Mais quand est-ce qu'on a pensé, où est-ce qu'on a pensé le développement des territoires chez nous? Au lieu de ces micro-entités que sont les communes, on a même dit que la première mandature servirait d'essai, de rendre d'essai, et que les communes qui ne seraient pas viables devraient disparaître. Personne n'a eu le courage de faire cette évaluation, alors qu'à l'évidence, on a beaucoup de canards boiteux. C'est à l'ANSCB, qui est un organe venu aussi aider les communes à s'entraider. Mais ça tarde à prendre. Et au niveau des marchés publics, j'en connais un peu un rayon, j'ai été à la régulation. C'était dramatique. La corruption aussi a pris par là. La corruption, la malgouvernance, la méconnaissance. La méconnaissance. Oui, tout le monde n'est pas malhonnête, mais voilà, à l'arrivée, c'est une catastrophe. Et quand vous êtes chargé d'appliquer la loi, d'appliquer des sanctions, notamment au niveau des marchés publics, ça commence par l'exclusion des acteurs de la chaîne de passation. Et c'est un handicap supplémentaire pour les communes. Donc, par la mauvaise conduite, la désinvolture de quelques... comment on les appelle, les directeurs des services techniques, on dit CSF, je crois, ceux qui étaient chargés des finances, les maires, les adjoints aux maires, en tout cas, ceux qui avaient voix au chapitre dans la passation, se sont aussi livrés à ça comme si les populations n'existaient pas, alors que parfois, il y a de l'argent ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national, et pire encore, au niveau local, on se refuse on ne le fait pas correctement. Les populations ont des besoins en santé, en éducation, en infrastructure. Absolument. Et c'est comme si le développement local, finalement, ne préoccupe personne, mais que c'est les rentes de position, c'est la cannibalisation, finalement, de la vie publique. Mais je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup qui y croient, qui continuent de se battre. Je m'en voudrais même de ne pas saluer le maire de Boycon, qui fut directeur de cabinet du ministre d'État. Il aurait pu rester dans le confort du niveau national. Et donc la décentralisation a besoin encore plus de compétences, de dévouement et d'une certaine éthique pour que, enfin, ce soit un service à la population, que les populations s'engagent et qu'il y ait un développement conduit de concert avec les populations, pour ne pas dire par les populations, mais c'est toute une dialectique. Et il ne faut pas désespérer malgré tout, parce que quand même, il y a des correctifs. M. Adinbo a dit que les réformes ne manqueront pas de suivre. Il y en a qui sont controversées, qui donnent l'impression de dénaturer l'idée de décentralisation, mais peut-être que c'est un passage obligé. On pourra continuer dans le débat pour voir. Monsieur Adinbo, vous avez écouté Monsieur Ataï Gedegbe. Je sais que vous avez envie de réagir. Non, il a mis un doigt de sachant. Il a bien décortiqué la décentralisation.
Je crois que l'essentiel est dit. Je voudrais compléter pour dire le fait de ne pas affiner les lois, le fait de ne pas penser, parce que le développement dont on parle de développement local, il faut d'abord penser le développement avant d'engager. J'ai comme l'impression que... Penser le développement global avant de penser local ou bien... Penser au développement local avant d'engager la décentralisation. Parce que j'ai comme l'impression que le minimum de débat n'est pas fait à ce niveau. Si bien que quand on a commencé la décentralisation, on a permis à tout le monde de devenir maire, de devenir premier adjoint au maire, de devenir CA. Et aucun travail de base n'a fait pour cadrer un peu ces gens-là. Quand moi j'ai été élu en 2015, j'étais très embêté de constater que je fais partie d'un conseil communal où l'administration n'a pas le minimum. On vient rapidement, on se met ensemble, on vote le budget, et puis le budget devient le budget du maire, et ça s'arrête là. Les plans de développement communaux, les gens nous ont accompagnés à les élaborer, mais après ça rentre dans le tiroir. La gestion est restée à la petite semaine. Alors que dans un concert de la gestion axée sur les résultats, nous devons concevoir un certain nombre d'outils stratégiques pour le développement. On a constaté qu'au début, dans nos communes, c'est inexistant. Aujourd'hui, un certain nombre d'efforts est en train d'être fait pour que les choses se passent mieux au niveau local aussi. Donc voilà ce que je voudrais compléter. Et tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut rien faire de façon concrète. Et l'État central a reconnu son tort de ne pas pouvoir penser le développement à la base d'abord avant d'engager le processus. Si bien que même ce qu'ils ont mis dans la loi pour dire les communes qui ne parviendraient pas à avoir le minimum qu'il faut pour payer même les salaires et autres vont disparaître. Mais personne n'a eu le courage de dire mais tu n'as pas pu réussir. Il y a des communes qui ont pris par là, mais pourtant... Parce que les gens ont compris que l'État central aussi a compris qu'il n'a pas joué pleinement sa partition. Son rôle. Et je crois que nous devons... c'est vrai qu'on a 77 communes aujourd'hui, mais on n'est pas tenu d'avoir 77 communes. Il y a des communes qui n'ont pas les ressources nécessaires qu'il faut, ou même s'ils ont les ressources, ils ne savent pas comment aller les chercher, pour pouvoir payer même les agents communaux. À partir de cet exemple, pourquoi rester commune? Il y a des politiques qui n'arrivent pas à faire leur... Il y a des communes qui n'arrivent pas à faire leur politique. Ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Parce qu'elles n'ont pas les capacités, même d'aller chercher les ressources qui sont à côté d'elles. C'est ça le grand problème. Voilà, donc c'est ces choses-là que j'ai voulu compléter. Pour dire merci à M. Joël Ataï. Oui. Il est un vrai acteur. C'est vous les praticiens. J'apprends beaucoup. En tout cas, recevez ces fleurs quand même. Merci. Oui, je me tourne vers vous, M. Marcel Agoussou, Djedaté. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter, mais je sais que dans cette forme de décentralisation, il est arrivé un moment où tout le monde devrait se tourner vers l'extérieur, les maires devraient effectuer des missions dans des villes, comment ils appelaient ça, jumelage, partenariat. Il y a eu un mot célèbre qui était né à l'époque, jumelage, et tous les maires devraient voyager pour jumeler. Et finalement, je ne sais pas si ça a donné quelque chose, vous qui avez fait 17 ans à la mairie de Boycon. Merci. Je crois bien que il est d'un secret de polichinelle que beaucoup de maires, n'est-ce pas, par le passé, avaient eu des relations avec des partenaires, jumelage par-ci, par-là. Mais en réalité, aujourd'hui, puisqu'on parle de bilan, qu'est-ce que ça a donné? Parce que lorsque vous prenez la coopération décentralisée, les ressources qui parvenaient de ce partenariat ou de ces partenariats n'étaient pas budgétisées. C'est un autre problème. Les ressources n'étaient pas budgétisées. Il y avait des comptes parallèles alors qu'on parle d'unicité de caisse. Et donc, ces ressources parvenaient directement dans un compte géré
Et donc, ce n'est pas, je dirais pas les maires, et donc pas pour le compte de la commune. On faisait voyager des conseillers, des communes sur l'argent du contribuable. Pourquoi? Ils n'apportent rien, ces voyages n'apportent rien. Au contraire, on sort encore de l'argent de la caisse pour leur payer des primes. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, les maires... Est-ce qu'il faut incriminer la NCB ou bien l'UCOS, l'Union des communes du Zou, qui quand même excusez-moi, incriminer, je crois que... Ce qui dit n'est pas spécifique forcément à la commune du Zou, mais il généralise. Je généralise, d'accord? Je généralise. Et vous savez, on dit souvent que on a constaté un bagage déséquilibré sur la tête d'un estropié. Hein? C'est le bas qui a faussé. Donc, ceux qui sont à la CCZ, à NCB ou n'importe où, je crois que c'est les maires des communes. Et donc, c'est de la manière dont ils ont l'habitude de gérer, n'est-ce pas, chacun leur commune, et qu'ils vont, n'est-ce pas, en tout cas, reporter sur ces instances-là. Donc, les ressources qui venaient de ces partenariats n'étaient pas utilisées pour le développement de la commune. Développement local. Le développement local. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'était juste... C'était plutôt... Là, il faut comprendre peut-on dire que c'était des ressources utilisées pour le développement individuel? Bien sûr, bien sûr. Ça dit, il n'y a pas autre mot. Il n'y a pas autre mot. C'est ça surtout. Donc, tout cela a fait que la décentralisation n'a pas donné les fruits, n'est-ce pas, de la promesse des fleurs. Ah oui. Ah oui. Donc, vous voyez, vous allez dans certaines communes, on réalise peut-être un château, on fait la réception, on trouve un autre partenaire, on dit on veut encore construire le même château, il finance. Quand il vient, on va effacer ce qu'on a écrit pour l'autre partenaire, et on fait greffer l'autre, et puis bon. Alors, donc, c'est ça. Donc, la décentralisation, pendant les 2 décennies, je vous dis, c'est que a permis à ces premiers conseillers communaux de prendre la décentralisation ou les communes comme leur propre entreprise. Ça les a profités. Et de faire leur business. D'accord? Il y a des gens, le président a donné beau, il faut que comme nous sommes ici, je peux être nominatif. Et je sais que lui, et par le passé, le combat avait été dur. Parce que vous savez, il n'était pas de la majorité communale. Et ce qui se passait, non, c'était pas du tout enrichissant. Parce que c'est des gens qui défendaient. Et qui voulaient du développement local, réellement. Vraiment. Mais vous ne saviez pas comment la machine marchait là-bas. Lui, il est d'un arrondissement, Passagon. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de lotissement à Passagon parce que Passagon s'est dit, mais avec ce que nous constatons dans les autres arrondissements, nous n'allons pas accepter l'application des 38% de réduction. D'accord, les 38% de réduction qui s'opèrent sur les parcelles. Lorsque vous achetez une parcelle de 625 mètres carrés, il y a une réduction de 38%. Alors, il vous reste combien? Alors, maintenant, ces réserves ne sont même plus serviables pour la commune. Les individus qui donc, si ces réserves étaient utilisées pour la commune, je crois que Passagon ne se serait pas opposé, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait au lotissement. Donc, aujourd'hui, les parcelles au niveau des autres arrondissements sont passées où? Les gens détiennent des terres aujourd'hui à Boycon, ils ne peuvent pas vous dire, voilà mon vendeur. Ou soit vous trouvez la convention, c'est que oui, c'est un vendeur, mais le nom, ça n'existe nulle part à Boycon. Voyez-vous, c'est la réalité. C'est la réalité. Le gisement là a été... Et si l'État doit régler ce problème aujourd'hui, il y a beaucoup qui doivent se retrouver, n'est-ce pas, dessaisis de leur... Complètement. De leur parcelle, de leur maison. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment direct pour ne pas faire la langue de bois sur ce plateau. Sincèrement, la décentralisation, nous vous remercions. Vraiment négatif, le bilan, c'est vraiment négatif. Nous vous remercions pour votre franchise sur ce plateau. C'est pour ça d'ailleurs que nous vous avons fait venir. Et êtes-vous alors d'accord suite à ce tableau peu reluisant que nous venons de peindre en 30 minutes, qu'il était important d'opérer des réformes?
Oui, vous pouvez la parole. Oui, bien sûr. Et dire non, ça veut dire que ça devient un paradoxe parce que nous avons compris que ça n'a pas marché. Et dire qu'il ne fallait pas de réforme, oui. Il fallait donc opérer des réformes. Mais en opérant des réformes, il ne faut pas opérer des réformes pour tomber encore dans le même piège. Le débat que nous sommes en train de mener ici, pour opérer ces réformes, il fallait associer les acteurs, les vrais acteurs de la décentralisation. Il fallait parcourir les 77 communes. Il fallait tenir des séances avec des cadres. Écoutez-les. Mais il y avait quand même des cadres dans les communes. Hein. Oui. Il y a des cadres dans les communes. Mais allez-y chercher. Il faut faire d'abord le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a fait que, mais malgré ces talents, ces cadres-là, pourquoi le résultat, on n'en trouve pas? Posez-les des questions. Vous prenez par exemple le décret 2001-412 du 15 octobre 2001 portant modalité de nomination des secrétaires généraux. En son article 3 et 4, les dispositions, les critères pour nommer les secrétaires généraux des mairies sont définis. Mais aucun des maires ne respectait. Parce que, soit c'est parmi les cadres de la commune respectant ces critères, soit c'est des agents en détachement, des agents de l'État en détachement, soit c'est sur concours direct. C'est ça. Mais aucun des maires ne le faisait. Vous êtes à la maison, puisque M. Agua, oui, bon, vous êtes où là? Bon, je vais te nommer, hein, tu seras mon secrétaire général. Alors que M. Agua est un cadre compétent, il vient. Moi qui l'ai appelé comme ça pour le nommer secrétaire général, sans respecter les trucs là, il veut M. Agua va m'opposer sa technicité, sa compétence, à moi, ma vision politique personnelle. Je vais l'éjecter. Comme on le dit, un chasseur qui est allé ramasser une flûte dans la brousse, tel que je t'ai fait venir, je vais te faire partir. Donc, ça fait que, quel que soit, quoi que compétent que soit, ce cadre-là, il ne peut pas s'exhiber, il ne peut pas exhiber sa compétence. Il ne peut pas travailler au profit de la population. Il ne peut pas être du côté de la population. Il ne peut pas. Du côté de celui qui l'a nommé. Celui qui l'a nommé. Puisque M. Adoimbo, oui, voilà, un économiste avéré, mais il est du côté de M. Guédébé, bon, qui n'est pas du parti du maire, et donc on ne peut pas le nommer chef service des affaires économiques. Bon, on peut nommer quelqu'un même qui a le BPC, alors que le cadre qui mérite est là. Alors, donc, c'est ça, c'est ce travail que la commission que le président Patrice Talon a installé, c'est ce travail que cette commission doit d'abord faire en amont. Alors, si c'est ça, la première des choses, il nous revient de chercher à dépolitiser l'administration. Et c'est donc la dépolitisation de l'administration communale. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien sûr. On va poser la question. Oui, bien sûr. Permettez-moi. Hein. C'est bien possible. C'est aux politiques qu'il faut la poser. Non, bon, oui. S'il était meilleur, comment ferait-il? C'est possible. Parce que voilà des choses qui freinent le développement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est après cela maintenant qu'il faut se dire, bon, si c'est ça, en dépolitisant l'administration, nous allons rendre autonome, nous allons rendre indépendants les cadres qui pourront travailler vraiment techniquement pour satisfaire la population en les enlevant de l'emprise politique. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, puisqu'on n'a pas fait ça, la réforme qui est actuellement en cours, ce que ça a amené, je vous dis, quand vous prenez le secteur de l'éducation, vous voyez, le président Talon a réussi à faire économiser 9 milliards, si je ne me trompe pas, pour avoir assaini le milieu là. Quand ils ont organisé les sélections. Donc, ça veut dire que ce secteur, aujourd'hui, on peut dire que ça fait profiter, ça fait une économie d'environ 9 milliards qui seront investis ailleurs. Lorsque vous prenez une commune ordinaire, intermédiaire,
où nous avons les 7 cadres tirés. D'accord? 7 cadres tirés là, leurs émoluments, ça fait... Tout le monde ne vous comprend pas. Il y a eu tirage au sort pour nommer... Oui, quand pour pouvoir... tout le monde ne suit pas. Quoi. Oui. Ces 7-là, d'accord, quand vous prenez pour une commune intermédiaire, les émoluments, ça fait 4 300 000. Alors, mais lorsque vous prenez les 4 300 000 et que vous prenez maintenant l'administration communale avec l'organigramme aujourd'hui, nous avons 21 services. Et puisque le code dit, tous les secrétaires administratifs, les secrétaires d'arrondissement, ont rang de chef service, donc ça veut dire que plus 10, là, ça fait 21. Et ça fait 31. Il suffirait donc, après le premier diagnostic, de dire, mais il faut motiver, parce que l'État, dans cette réforme, a dit, il faut que les gens soient motivés, il faut qu'on leur trouve leur salaire soit truc là pour qu'ils puissent... Mais pourquoi ne pas penser ça à ces cadres-là qui travaillaient depuis des décennies et qui ont même des bacs plus 5 ans avant que les autres ne naissent même pour avoir le truc là. Donc il suffirait de dire, bon, sur leur prime de suggestion, on leur ajoute 40 000. Pour leur prime de transport, on leur ajoute 30 000. Ça fait 70 000. Lorsque vous faites ça à ce cadre-là qui était dans la pratique depuis des années, et après la dépolitisation, il sait que oui, je peux maintenant travailler. Faites les 70 000 francs là, fois 31, ça vous donne 2 170 000. Ôté de 4 300 000 que les cadres font là, ça fait une économie de 2 130 000 francs pour la commune. D'accord? Maintenant, en dehors de cela, vous prenez un cadre A1. Un cadre A1. Son salaire de base, son salaire, ça fait 133 122 francs. Cadre A1. Ce cadre A1, il faut qu'il atteigne A1 12. Donc, après 24 ans de service, pour gagner, avant de gagner 417 198 francs. Alors, sur quelle base on a donc fixé ces salaires à ces 7-là qu'on a amenés, d'accord? Et, plus de 500 000. Est-ce que vous voyez? Et, excusez-moi, non, c'est la réalité que je vous dis. Donc, allez-y, c'est pourquoi on vous laisse parler. Voilà. Donc, en faisant ça, je vous dis, on aura réussi à faire une économie de 25 560 000 francs pour la commune. Mais lorsqu'une commune reçoit une subvention de 25 millions par an, au moins d'un partenaire, regardez ce que ça peut faire. Ça veut dire que cette réforme aussi, c'est pour vous dire que c'est mal parti. Et ça, aujourd'hui, on est en train de constater que c'est tout comme si on a juste arraché le biberon aux maires, aux élus, pour remettre à un corpuscule. C'est ça. Alors, dans cette même réforme, il y a une instance, M. Adembo, excusez-moi, vous faites partie de... Il aura la parole dans un instant. Il fait partie de quoi? Oui, ce que je veux dire, ça va le toucher un peu. Instance aussi qui a le biberon ou... Bon, non, pas le biberon. C'est qu'il y a une instance appelée Conseil de supervision. D'accord? Je discutais avec un conseiller qui disait, ah, mais si jamais le SE nous fait ça, nous, on ne va pas voter sans rapport d'activité. Alors, ça, c'est dire que même le secrétaire exécutif, à des moments donnés, à cause de ce poids politique encore qui est là, le secrétaire exécutif aussi, ça dit, se retrouve dans la même position que le secrétaire général d'alors. Est-ce que vous voyez? Parce que les choses se passent aujourd'hui, et lorsque vous rapprochez du secrétaire exécutif, le secrétaire exécutif, non, vous savez, c'est le conseil de supervision. Vous voyez les membres du conseil de supervision, non, mais nous sommes politiques, c'est le SE, non? Donc, vous voyez, donc, voilà des trucs qu'il ne fallait pas mettre. Nous avons le ministère de tutelle, la décentralisation. Nous avons le préfet, qui est autorité de tutelle. On crée encore autre chose, on dit cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes, qu'on appelle cellule, qui est installée donc à la présidence. Aujourd'hui, vous parlez à la SE, au SE, d'accord? Le préfet parle, le SE va dire, ah non, c'est la commune d'abord, c'est la cellule. On va appeler la cellule. On va appeler la cellule. Ça veut dire que la cellule est encore au-dessus, et non du préfet, et même donc du ministère de tutelle. Pour
appliquer une mesure aujourd'hui, on dit un décret. Quand on s'en tient aux normes, hein, je crois que, est-ce que la cellule peut éliminer un décret? Vous allez dans les communes aujourd'hui, le gouvernement qui a accordé l'assurance maladie obligatoire, les 7 donc, cadres tirés au fichier, dans le budget, le décret dit, vous êtes assuré, votre conjoint et 4 enfants. Mais les 7 se sont pris en compte dans le budget. Et ont pris seulement dans le budget en compte l'agent. Conjoint, enfant, non. Et on dit cellule, que c'est la cellule. Mais vous ne voyez jamais un acte provenant de la cellule. Donc, c'est vous dire que la réforme, oui, le secteur de la décentralisation mérite d'être réformé, mais pas de cette manière. Tel que c'est parti, sincèrement, c'est du simulacre. Très bien. Alors, je vous donne la parole avant de me tourner vers l'expert. Absolument. Vous en avez entendu, hein? En tout cas. J'ai suivi avec intérêt la démonstration de mon Monsieur Marcel. de Marcel Djellatin, qui n'est qu'une démonstration. On dit que les gens n'ont pas fait tous ces calculs avant d'engager. Ce qui se passe aujourd'hui, je m'inscriais en faux. Ils ont sûrement fait toutes ces études avant de lancer. Et je voudrais lui rappeler que la performance, c'est l'efficience et l'efficacité. Donc sa démonstration a pris seulement en compte l'aspect efficacité. On aurait pu économiser, Mais l'efficience, il ne faut pas économiser pour économiser. Il faut mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour faire le travail. Est-ce que vous êtes convaincu que ceux qui sont là sont à la place qu'il faut et que c'est des gens qu'il faut à la place qu'il faut? J'en viens. Je pense que la décentralisation, je vous ai dit à l'entame que c'est un processus. Et normalement, tous les 10 ans, on devait évaluer la politique publique pour savoir se repositionner et mettre une clé de correction. Donc, la réforme actuellement a tardé avant d'intervenir. Elle aurait pu intervenir depuis 2013 par là, qu'on puisse limiter les dégâts. Aujourd'hui, nous avons commencé cette nouvelle réforme à partir de 2022 qui a tenté d'apporter une solution au dérapage que nous avons signalé ici tout à l'heure, en proposant une séparation des pouvoirs politiques, des pouvoirs administratifs, techniques. Ce faisant, c'est une solution qui est apportée, mais est-ce que cette solution est efficace? C'est ça il s'agit. Et c'est ça qui on est sur la voie de l'efficacité met tout le monde solution dans un silence béant. Silence béant. C'est ça qui dit, mais écoutez, on veut nous apporter une réforme qui a changé même la vision de la décentralisation, c'est-à-dire de la participation citoyenne au développement local. Puis on est allé chercher des cadres tirés de peu partout. Des gens qui ne connaissent pas les limites des communes dans lesquelles on les a envoyés. Vous comprenez ça? Connaissent-ils déjà les limites de leurs compétences? Ça ne pense pas poser problème. Avant que ces gens-là n'arrivent à connaître la commune dans laquelle on les a envoyés, il leur faut du temps. Nous qui sommes déjà nés dans ces communes-là, peut-être qu'on ne connaît pas tout. Moi, je suis de Boïko. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je connais les détails des 66 quartiers de la commune. Alors qu'il faut mettre tout ça, tous ces gens-là, les populations de ces quartiers-là, dans la participation citoyenne pour pouvoir atteindre l'objectif escompté. Et voilà là où le problème se pose à mon niveau. Le deuxième problème... Oui, on va aller... Le deuxième problème, on dit... Parce que, oui, le temps avance très vite aussi. On dessaisit les maires de leur budget. Puis c'est de ça, il s'agit de leur budget. On dessaisit... Bon, c'est vrai qu'il y a eu du désordre de par le parti, mais est-ce que la solution, c'est d'apporter un secrétaire exécutif
qui serait en même temps ordonnateur de budget. À quoi serviraient les politiques? Pour moi, je pense qu'on ne peut rien faire. On ne peut même pas parler de développement sans politique. La politique servirait à faire la politique. Quelle politique on peut servir à faire lorsqu'on ne gère pas les choses directement? Puisque les populations, à la base, ne connaissent pas des secrétaires. C'est eux qui se sont alliés sous la pluie et le soleil pour aller voter pour leur mandat. Pour aller voter pour leur... comment vous appelez? Pour les élus. Et ces élus-là les représentent au niveau de la commune. Donc ces mandats ne connaissent pas de SE, ne connaissent pas de cadre tiré Ils les ont représentés pendant des années. Hein? Oui, mais la solution ne serait pas de nécessairement prendre le budget, de desservir les maires, etc. Mais mettre les cadres qu'il faut, mettre les cadres qu'il faut pour faire le travail, pour faire le job, et pour pouvoir accompagner les maires à atteindre les performances fixées. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, nous avons l'impression d'une gestion communale à deux têtes, à deux entrées, deux sorties. Même il y a des courriers que les gens envoient directement au SC, le maire n'est même pas au courant. Il y a d'autres courriers qui sont envoyés directement au maire. Si le maire veut, il a fait ça à la SC, s'il ne veut pas, il gagne. Il y a problème au niveau de l'administration. L'administration qui a deux entrées, deux sorties, il y a problème. Et si rapidement on ne règle pas ça, nous allons reculer davantage. Avant d'arriver aux solutions, pour clôturer cette émission, je vais passer la parole. Monsieur Atai Guédégbé, vous en avez entendu. Voilà des acteurs qui sont pratiquement au quotidien dans la praticabilité de la décentralisation, qui ont vécu la première phase et la deuxième phase, que j'appelle les réformes avec les secrétaires administratifs. Vous les avez écoutés. Et quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Sincèrement, j'en tire le sentiment que nous devons plus que jamais être modestes, humbles et aussi honnêtes que nous le pourrons, parce qu'on tourne en rond en réalité. On a tenté ci et ça, et puis on s'éloigne presque de l'essentiel. Et c'est là qu'il nous faut vraiment faire un sursaut de vérité et pour assumer cette responsabilité devant l'histoire. On ne va pas se gausser de mots, de concepts. On est de plein pied dans la réalité et elle n'est pas joyeuse. Elle est loin de l'être. Reconnaissons-le. Et ayons le courage, autant que nous soyons, ou d'où nous pouvons, à travers diverses instances, de commencer par affiner le diagnostic pour avoir la solution idoine. Peut-être qu'on n'aura pas toutes les solutions. J'ai cité l'exemple des pays du Sahel, de certains pays du Sahel qui n'ont fait que des décentralisations partielles. Ça se discute, ça vaut ce que ça vaut. Et peut-être que c'était une approche modeste de pas à pas pour tacler les problèmes qu'on pouvait résoudre. C'est un défi, c'est une ambition extraordinaire. Et la démocratie n'aura jamais de sens si la décentralisation n'est pas effective. Parce que c'est par là que les populations font effectivement l'apprentissage, vivent la démocratie. Ce n'est pas ce que nous proclamons, ce n'est pas ce que nous voyons à l'Assemblée dans les institutions nationales. Non, tous les 5 ans, on élit des gens qui ont très peu l'occasion de retourner vers les populations, de discuter avec elles. Mais le maire est tenu non seulement d'habiter la commune, ses adjoints, tout est fait a priori pour qu'il y ait synergie, échange avec les populations, au nom desquelles on est élu, au nom desquelles on gouverne. Les personnels des communes, on connaissait le problème. Et beaucoup de communes étaient dans l'indigence. Au moment des sous-préfectures. Et les préfets sont presque imbus, qu'ils m'excusent. Beaucoup sont des gens formidables. Mais on a hérité d'un modèle colonial, de l'idée qu'on peut tailler, qu'on peut en imposer par son pouvoir à ceux qui sont là. Non, il faut qu'on habite autrement ces fonctions-là, que ce soit plutôt la fonction d'appui-conseil et non d'écrasement. Enfin, les gens vivent
Et ce statut-là, vous voyez leur tenue, c'est presque militaire, c'est le commandement. D'ailleurs, on appelle ça le commandement. C'est un état d'esprit. Et combien sont-ils également à habiter et humblement la fonction avec le souci d'accompagner les communes là où elles ne le peuvent pas. Il faut un vaste programme de renforcement de capacité, de mise à niveau ou de correction des statuts. Ça fait pleurer parfois quand vous allez au fond des choses au niveau des statuts des personnels. Si les gens ne sont pas motivés, vous n'allez rien en tirer. Ils n'ont pas les capacités, on ne les motive pas, ils sont dans l'incertitude et arrivent en plus des gens qui sont dans l'obscurantisme et la vengeance politicienne. On amène des SE, bon, ben, la réplique est toute trouvée sur le terrain, on va voir de quoi ils sont capables. À travers le conseil de supervision, il y a représailles et représailles. Le président Talon croyait bien dire, a essayé peut-être de faire avaler la réforme. Cette idée d'enlever le biberon, d'enlever la tentation au maire en disant ça vous évitera d'aller en prison. Soit. Mais ce ne sont pas des enfants. Ça n'a pas été les députés, les ministres, enfin le maire est l'exécutif d'une commune. C'est comme le gouvernement d'une commune. Et il est censé avoir un budget et être responsable. Il faut le tenir absolument responsable. Sinon, on fausse tout. C'est tout à fausser là. Est-ce qu'on dispense un ministre de l'exécution, de la gestion de son budget? Il y a tout un système pour accompagner aussi un ministre. Il y a le délégué du contrôleur financier. Maintenant, ce n'est pas la panacée, puisqu'on découvre même qu'à la présidence, au niveau de ce service-là, il y a eu problème récemment. Donc, sous l'œil, malgré la rigueur, la vigueur, les exigences du président Talon. Donc, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Monsieur Ataï-Guélégué, le temps qui nous est imparti est à son terme. Le réalisateur Marcel Diado me fait signe depuis... la prochaine génération des conseils communaux, avec les organes comme l'NCB et beaucoup d'autres choses, même tout ce qui a été tenté avec la réforme, j'espère qu'on va tirer les bonnes leçons pour que ce soit des mandatures de qualité, pour qu'on fasse substantiellement quelques progrès qui donnent à espérer que la décentralisation vaut la peine. C'est la condition pour le développement local, c'est la condition pour la démocratie au niveau national. Il n'y aura pas de développement sans réussite, sans une décentralisation pertinente, sans un développement local soutenable. Et voilà. Merci. Le défi est lancé. Merci pour votre contribution à cette émission. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous donner 30 secondes chacun. Vous allez devoir faire l'effort pour rester dans le temps. On a vu que le temps est passé très vite, mais nous sommes obligés de conclure cette émission. Ceux qui vous nous ont suivis ont compris et ont tiré les conclusions eux aussi. 30 secondes, M. Sylvestre Adonibou. Merci. Je pense que cette réforme, nous devons faire l'évaluation de cette réforme très rapidement et pas liée aux dégâts. C'est ma proposition à l'endroit du pouvoir central. Je voudrais au passage remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Les auditeurs aussi de Diaspora FM. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Monsieur Agbossou Djedate. Oui, merci. Ce que je vais dire pour finir, c'est juste pour compléter qu'on ne saurait opérer de telles réformes sans se baser sur le CEFAL qui est aujourd'hui un centre de formation pour l'administration locale et qui forme et les élus et les cadres. Mais ce centre qui a formé déjà par le passé assez de cadres dans les communes, comment peut-on opérer une telle réforme sans quand même utiliser ces produits? C'est dommage. Alors que les 2 ans de formation avaient coûté à chaque agent de chaque commune 4 400 000 sur le dos, n'est-ce pas, de l'argent du contribuable. Mais qu'on opère de pareilles réformes aujourd'hui, lorsque le président Talon, excusez-moi, a parlé de désert de compétences, mais je crois qu'il a toujours utilisé les compétences du pays jusqu'à la fin. On n'est pas allé chercher ailleurs. Donc il y a quand même des compétences dans les communes.
Il fallait simplement laisser même le titre de l'ordonnateur de budget au maire et donc dire, bon, désormais, parce que le problème de SE là, c'est juste un changement de dénomination. SE, SG, c'est le même poste. Donc, elle dit, bon, désormais, les secrétaires généraux seront nommés directement en conseil de ministres ou ils sauront que, ah, derrière moi, vraiment, si jamais je me laisse trimballer par le maire qui est le politique, là, il y a problème. Je vous remercie. Vraiment, le temps, vraiment ça... Oui, on n'a pas vu le temps passer. Peut-être s'il y a des aspects sur lesquels il faille revenir, je vous inviterai pour encore creuser d'autres aspects. Merci à vous tous pour avoir participé à ce débat. La décentralisation au Bénin, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Nous avons fait le diagnostic, mais également nous avons vu là où le bas blesse. Et il s'agissait donc de travailler à ce que les choses soient améliorées désormais. Et il ne s'agira pas d'abandonner cette expérience de la décentralisation. Nous devons aller jusqu'au bout et améliorer les choses. Sylvestre Adonimbo était sur ce plateau. Merci, monsieur Adonimbo. Conseiller communal à Boïcon, à la mairie de Boïcon, président de la commission affaires économiques et financières et membre de la commission thématique économie et finances locales à l'association nationale des communes du Bénin. Merci d'être venu. À ses côtés, Marcel Agbossou, Djedatin. Et vous, il faut le dire, vous êtes donc cadre de l'administration communale de la mairie de Boïcon. Vous êtes secrétaire général du syndicat des agents défenseurs des intérêts de l'administration et du personnel de la mairie de Boïcon. Je n'ai pas eu le temps de vous demander un peu comment vous défendez les intérêts. Oui, il y a beaucoup à dire là-bas, puisque moi-même j'étais à la commune de Boïcon. Et à une certaine période, j'ai entendu des gens murmurer sur la cour. On pourra peut-être revenir sur les problèmes auxquels vous êtes confrontés. À ma droite, M. Joël Ataï Guédégbé, de qui nous avons voulu la présence pour son expertise sur ce plateau. Monsieur Ataï Guédégbé, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez apporté de l'eau à notre moulin. Vous avez apporté donc votre expertise à ce plateau que nous avons initié. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance et formateur. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Nous avons abusé du temps, mais nous vous présentons donc toutes nos excuses et vous remercie pour votre indulgence. Marcel Yedo, jeune et compétent à la réalisation. Autour de lui, c'est bien le preneur de son Emmanuel Agbodjelou, mais c'est également l'autre réalisatrice de renom. À bientôt et merci de nous avoir suivis. Wow. Merci.